Bienvenue à ce midi de l'IRIB, consacré au logement, à la politique résidentielle de la région bruxelloise et à la fiscalité. Les midis de l'IRIB consacrés au logement attirent toujours une foule dense et on s'en réjouit. C'est à la fois la preuve de la pertinence des sujets retenus par Margot Hardy et l'équipe de l'IRIB, mais aussi le signe de l'acuité du problème qui règne en région bruxelloise. Et à propos de problèmes, vous le savez, la région bruxelloise connaît un exode urbain depuis de trop longues décennies, exode urbain qui est le fait notamment, principalement de la classe moyenne qui part en périphérie trouver un logement abordable financièrement. Et pour endiguer ce phénomène qui met à mal les forces contributrices de la région bruxelloise, pour endiguer ce phénomène, Bruxelles a développé des politiques fiscales d'aide à l'accès à la propriété. Ces aides ont un coût, évidemment, pour la collectivité et il convient de s'assurer que ces aides, d'une part, rencontrent bien leur objectif et retiennent cette classe moyenne et s'assurer aussi que ces aides sont bel et bien mobilisées par ceux auxquels elles étaient destinées et pas par d'autres, par exemple. Et pour instruire ces questions, pour vérifier ces hypothèses, eh bien, l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, a réalisé non pas une, mais deux études, à la fois sur l'impact fiscal de ces aides, mais aussi sur le profil de l'acheteur bruxellois, le propriétaire bruxellois. Et c'est de cette double étude que vont nous entretenir Céline Brandeleer et Simi Neyns. Vous travaillez pour l'IPSA, donc vous êtes respectivement politologue et géographe. Vous avez défendu votre thèse de géographie il n'y a pas longtemps sur les hébergements touristiques informels. Et donc, nous allons vous écouter avec grand intérêt pendant 40-45 minutes par là. Ensuite de quoi, vous serez mis sur le grill par Hugo Périlleux, qui, lui, est géographe et économiste de formation et qui va éprouver vos propos en vous décochant quelques questions bien judicieuses et bien senties, comme il a le talent de le faire. Nous vous écoutons, mesdames. Merci pour votre présence. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'être venus en nombre. Comme l'a dit Nicolas, je pense que le logement est un thème porteur. Donc, on l'a déjà annoncé, mais notre présentation se fera en deux volets. Donc, je présenterai l'évaluation de l'abattement sur les droits d'enregistrement et Simi parlera des acheteurs bruxellois occupants. Et donc, il y aura vraiment deux présentations distinctes. Et puis, après le débat avec Hugo, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et donc, pour ma part, donc, comme l'a déjà bien remis en contexte Nicolas, on fait une évaluation. Donc, c'est ici le résultat d'une évaluation que nous avons menée les 3 dernières années. Et donc, ma présentation se structure en 4 points. Donc, pourquoi une évaluation? Sur quel bien immobilier? Plus près? Voilà. Donc, pourquoi une évaluation? Quels biens immobiliers sont concernés? Qui achète en RBC? Quels sont les acheteurs? Quelles sont leurs caractéristiques générales? Et quels sont les changements qui ont été apportés par la mise en œuvre de ce dispositif bien spécifique? Donc, une évaluation de quoi, finalement? Nous, ce qu'on a été mandaté par le gouvernement bruxellois, c'était d'évaluer l'impact de la réforme de 2017, de l'abattement sur les droits d'enregistrement sur le public cible. Alors, c'est un titre un peu rébarbatif, j'en conviens bien, et donc je propose de le parcourir avec vous pour l'expliciter un petit peu, parce que sinon, ça paraît vraiment technique. Or, c'est un dispositif qui a vocation d'aider les Bruxellois à accéder à la propriété. Donc, l'abattement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on achète un bien immobilier, on doit s'acquitter de certains frais, notamment des droits d'enregistrement qui s'élèvent à 12,5% en région de Bruxelles-Capitale. Et l'abattement, c'est une diminution de la base imposable sur le calcul des droits d'enregistrement dont doit s'acquitter l'acheteur. À côté de ça, il y a une série de conditions pour avoir droit à l'abattement. Donc, le bien doit être situé en région de Bruxelles-Capitale. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. Mais les personnes doivent se domicilier dans le bien qu'elles ont acheté en déant les 2 ans et y rester domiciliées pendant 5 ans. Et également, les personnes ne peuvent pas être propriétaires à 100% d'un autre bien au moment de l'achat. Alors, la réforme de 2017, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté substantiellement le montant de l'abattement. Je donnerai un exemple après des montants parce que ce sera un petit peu plus concret. Et elle a également introduit un plafond. Donc, l'abattement est accordé que si la base imposable n'excède pas 500 000 euros. Donc, si vous achetez une maison au-delà de 500 000 euros, vous n'avez plus droit à rien.
Voilà, par exemple, en 2016, vous voulez être propriétaire d'un appartement de 200 000 €. Vous avez droit, en fonction de la zone où vous êtes, de revitalisation urbaine ou pas, d'un abattement à 60 000 ou 75 000. Ici, c'est 60 000 €. Et donc, au lieu de payer 12,5% sur 200 000 €, vous payez 12,5% sur 140 000 €, c'est-à-dire 200 000 moins 60 000. Et donc, vous payez 17 500 € de droits d'enregistrement. Donc, vous avez un cadeau fiscal de 7 500 €. En 2017, pour le même appartement, si vous avez acheté au 31 décembre au 1er janvier, bon, date fictive évidemment, le gain que vous aurez, vu que l'abattement est passé de 60 000 à 175 000, vous allez avoir un cadeau fiscal de 21 875 € précisément. Donc, on a plus que doublé le montant de l'abattement. Et donc, ça veut dire que pour les mêmes fonds propres, par exemple, vous pouvez devenir propriétaire d'un bien, par exemple, plus cher ou plus tôt dans votre cycle de vie. Je reviendrai là-dessus. Et donc, pour faire une évaluation de ce dispositif, on a essayé de regarder avant et après réforme pour voir si les caractéristiques des acheteurs avaient évolué et si des effets étaient imputables à la réforme. Donc, la réforme est en 2017. On couvre la période d'analyse de 2013 à 2022. Et donc, avant réforme, il y avait un abattement selon zone de revitalisation urbaine qui permettait un abattement de 60 à 70 000 € et pas de plafond maximum. Donc, même si vous achetiez une maison à 1 million d'euros, vous aviez quand même le cadeau fiscal. Tandis qu'après réforme, il n'y a plus de zone, donc c'est éligible de la même manière sur tout le territoire bruxellois, mais l'augmentation de l'abattement est très importante vu qu'on passe à un abattement à 175 000 et on introduit un plafond à 500 000 €. Alors 500 000 € était déjà le résultat d'un certain compromis politique pour éviter certains effets d'aubaine. On en reviendra, je pense, en discussion un petit peu après. Et c'était basé notamment sur les prix médians des maisons. Alors, nous, ce qu'on nous a demandé, c'est de faire une évaluation sur le public cible, c'est-à-dire qui bénéficie de l'abattement, quels sont le profil des personnes, est-ce que ça correspond bien aux personnes qu'on avait visées. Donc, on a un petit peu demandé aux acteurs, c'est qui est visé par la politique. Et donc, on s'est rendu compte que la vision du public cible n'était pas si facile à interpréter. Et elle dépend très fort des résultats attendus de la réforme. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait deux grands résultats qui étaient attendus par la mise en place de ce dispositif. D'un côté, on avait un résultat social qui était de viser à ce que les Bruxellois deviennent propriétaires dans leur région. Et donc, ça visait des personnes relativement jeunes pour leur premier achat et avec moins de moyens que la moyenne des acheteurs en général. Mais d'un autre côté, connaissant les finances actuelles aussi de la région, il y avait un résultat fiscal non négligeable. C'était une constance dans les recettes parce que c'était dans toute une réforme fiscale générale. Et il fallait que la mesure soit a priori nulle au niveau des recettes budgétaires, en tout cas pour le budget général de la région. Et il fallait que ça booste un petit peu le marché immobilier. Donc, il y avait une constance à minima des recettes qui était attendue, et donc une augmentation du nombre de transactions qui était attendue aussi. Et de l'autre côté, il y avait toujours, comme Nicolas l'a déjà mentionné, cette vision de l'exode urbain qu'il faut a priori enrayer. Et l'abattement était vu comme un des outils pour retenir la classe moyenne à Bruxelles. Et là, c'est plutôt la classe moyenne supérieure, vu que l'objectif de retenir ces personnes, c'est qu'elles payent leurs impôts à Bruxelles et donc qu'elles aient des revenus importants. Donc on voit déjà une dualité dans le public cible. D'un côté, on a des personnes avec moins de moyens, et de l'autre côté, en fait, on attend des personnes avec beaucoup de moyens pour qu'elles payent beaucoup d'impôts en région bruxelloise. Donc on a vraiment une dualité à ce niveau-là. Et donc comment est-ce qu'on a fait pour évaluer ? On a dû rassembler plein de bases de données différentes. Donc je vais vous passer peut-être les aspects techniques de la statistique fiscale des transactions immobilières et du registre national qu'on a tout goupillé. Mais en tout cas, juste pour dire qu'on s'est basé sur des données de transactions immobilières qui ressemblent aux données, aux biens éligibles à l'abattement. Donc on a pris des données de transactions immobilières qui portent sur le marché secondaire, qui sont dédiées en tout ou en partie au logement, donc on n'est pas sur des commerces, des ateliers ou de l'industriel, et achetées par des personnes physiques, forcément. C'est les mêmes personnes qui achètent pour l'abattement sur la période 2013-2022. Et donc, on a divisé ça nous permet en fait de diviser la base de données entre a bénéficié d'un abattement et n'a pas bénéficié d'un abattement. Et ça donne aussi une certaine vision, pour ceux qui bénéficient d'un abattement, une certaine vision de l'acheteur occupant qui achète pour se domicilier dans le bien. Sachant que sans abattement, on a une population un petit peu plus mixte. On aura évidemment des personnes qui n'auront pas bénéficié d'un abattement pour certaines conditions, parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions, parce qu'ils étaient déjà propriétaires avant ou achètent au-delà de 500 000 €, mais qui se domicilient quand même dans le bien. Et puis on a aussi tous les investisseurs qui achètent pour louer ou pour tout ce qui est spéculation immobilière. Et donc on s'attend évidemment à avoir des profils très différents que je vais vous exposer maintenant.
Et donc, tout ça, ça porte sur toute une série de biens immobiliers. Je ne vais pas vous refaire le baromètre des notaires, mais en tout cas, peut-être un petit rappel, c'est que les transactions immobilières reflètent aussi le tissu urbain bruxellois. Et donc ici, vous avez le graphique des transactions immobilières sur la période 2013-2022, qui porte principalement sur des appartements. Donc 73% des transactions portent sur des appartements, 22% sur des maisons, puis 3% sur des studios et autres. Ce sont des constructions et des choses qui ne sont pas assimilables à des appartements et maisons parce que les natures cadastrales sont très variées. Et de toutes ces transactions, donc on a entre 12 à 14 500 transactions par an avec une croissance en fin de période. À peu près 50% des transactions sont concernées par un abattement. Mais cet effet de l'abattement se marque de manière assez différenciée que l'on considère les appartements ou les maisons. Donc, le premier graphique ici à gauche concerne les appartements, à droite, ça concerne les maisons. Et la petite ligne au milieu, c'est la réforme. Vous avez la part des transactions qui bénéficient d'un abattement par année. Et on voit la différence avant-après 2017. Donc, pour les appartements, on voyait que ça vivotait autour de 50% pour les appartements jusqu'en 2016. Et puis, on voit un boost à partir de 2017 qui se maintient jusqu'en fin de période. On a 56% en 2022 des appartements qui sont vendus avec un abattement. Par contre, l'image n'est pas tout à fait la même pour les maisons. Déjà, on voyait une petite décroissance avant la réforme. Et on voit que ça suit une pente descendante des parts de maisons qui sont vendues avec un abattement. En 2022, on était autour de 35%, je pense, de transactions de maisons qui étaient vendues avec un abattement. Alors, cette décroissance est liée notamment à l'instauration du plafond. J'ai mentionné le plafond de 500 000 €, donc au-delà duquel on n'a plus aucun abattement. Et c'est évidemment lié à l'augmentation des prix de l'immobilier de manière générale. Donc ici, vous avez deux cartes. Ce sont les prix médians des appartements par quartier en 2016 et en 2021. Donc plus c'est foncé, plus les appartements vendus sont chers. Plus c'est clair, moins c'est cher. Quand c'est grisé, c'est qu'il n'y a pas assez de transactions. Et donc on voit évidemment, sans surprise, que les prix de l'immobilier augmentent en région Bruxelles-Capitale, avec, de manière assez contrastée selon les quartiers. On voit vraiment le sud-est de la capitale qui se dégage. Mais quand on regarde les tranches de prix, parce que en fait, le plus foncé, c'est 350 000 €, en fait, pour tous les appartements à Bruxelles, pour les prix médians, on est largement en dessous des 500 000 €. Donc tous les appartements sont éligibles a priori à l'abattement en fonction des conditions des propriétaires. Par contre, pour les maisons, l'image est un petit peu différente parce qu'ici, les fourchettes de prix, déjà le bleu, pas tout à fait le plus foncé, donc l'avant-dernière catégorie, c'est déjà 500 à 600 000. Et donc ça a été encore confirmé par le baromètre des notaires récemment. On a plusieurs communes où le prix médian, donc le prix médian, je rappelle, c'est la moitié qui est au-dessus, la moitié qui est en dessous. On a déjà des prix médians au-delà de 700 000 €. Donc voilà, on se rend bien compte que pour trouver des maisons en dessous de 500 000 € dans le sud-est de Bruxelles, ça devient compliqué. Donc en 2022, j'avais fait des calculs pour les maisons en dessous de 500 000 €. À Ixelles ou à Woluwe-Saint-Pierre, vous étiez autour de 12 à 14% des maisons qui étaient en dessous de 500 000 €. Si vous regardez à Anderlecht ou à Molenbeek, vous êtes à plus de 90%, en tout cas en 2022. Ça évolue quand même relativement rapidement, mais il y avait encore 90% des maisons qui se vendaient en dessous de 500 000 €. Et donc, quel effet ça va avoir pour l'abattement? Ça va avoir un effet qui n'était pas, en tout cas, pensé par les politiques à l'époque, c'est que ça va avoir un effet zonal de l'abattement. Ici, on a les parts des maisons vendues avec abattement par commune en 2016 et en 2022. Et on voit qu'en fait, plus de 50% des maisons sont vendues avec un abattement encore en 2022 à Anderlecht, à Molenbeek et à Koekelberg. Mais par contre, ça se réduit à peau de chagrin dans le sud-est de Bruxelles, quand on voit Uccle, les Woluwe, Ixelles, Saint-Gilles. Voilà, il n'y a quasiment plus de maisons en fait, qui sont vendues avec un abattement à cause de l'augmentation des prix. Mais donc revenons un petit peu à nos montants. Qui achète en RBC? Qui sont les acheteurs? Parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. Et donc, je rappelle, nous, on a divisé la population des acheteurs en deux, entre qui bénéficient d'un abattement et qui n'en bénéficient pas, pour avoir des visions un petit peu différentes par rapport au sujet qui nous intéressait. Et donc, en termes de nombre d'acheteurs, ici, vous avez deux graphiques, avec abattement et sans abattement, des transactions par nombre d'acheteurs. Et donc, les transactions avec abattement, qui sont le graphique de gauche, on voit que près de 60% des transactions avec abattement sont le fait d'acheteurs seuls. Ils achètent seuls, généralement des appartements, comme c'est la majorité du tissu bruxellois, et il y a une surreprésentation de femmes. Donc la majorité des acheteurs avec abattement, en tout cas quand ils achètent seuls, sont des femmes. Et ensuite, ils sont à peu près 40% d'acheteurs qui achètent à deux. Et puis il y a une
quelques-uns qui achètent à plusieurs, mais bon, ce sont des cas vraiment très exceptionnels avec abattement, qui représentent par contre près de 10% des transactions sans abattement. Comme je disais, là, on a une part d'investisseurs qui vont acheter peut-être à plusieurs ou d'autres compositions familiales très diverses et variées, avec chacun fait sa petite popote. Et donc, sans abattement, en fait, ceux qui achètent sans abattement sont davantage des couples à plus de 50%. Donc, on voit déjà des profils qui se distinguent assez bien. En termes d'âge, les acheteurs avec abattement sont nettement plus jeunes que les acheteurs sans abattement. C'est, on va dire, aussi lié aux conditions d'éligibilité de l'abattement qui visent davantage les premiers achats, donc plutôt dans le cycle de vie, mais pas uniquement, parce qu'on peut obtenir un abattement, ce qu'on appelle par restitution. Donc si vous achetez une maison et puis vous en rachetez, ou un appartement et que vous en achetez un deuxième, si vous avez revendu le premier, vous avez droit à l'abattement par restitution, et ceux-là sont comptabilisés. Donc vous pouviez déjà être propriétaire au moment de la transaction, mais quand même bénéficier d'un abattement par restitution. Et donc la majorité des personnes avec abattement ont entre 26 et 35 ans, donc on est à peu près à 50% des acheteurs, donc on est quand même très tôt dans le cycle de vie. On parle de cycle de vie en matière de mobilité résidentielle, c'est pour ça qu'on ne parle pas de cycle de vie général. Et l'effet de la réforme, on a un petit peu testé pour voir avant-après quel a été l'effet sur les tranches d'âge. Et on remarque que davantage de jeunes vont faire appel à l'abattement après la réforme. Donc, ils peuvent devenir propriétaires plus tôt grâce au boost de l'abattement. Donc là, on a vu une différence. Et alors, est-ce que les personnes étaient déjà propriétaires au moment de la transaction? Donc, on a dans nos bases de données, on peut voir jusqu'à 2 ans avant l'achat, est-ce que quelqu'un avait un logement en pleine propriété au moment de la transaction. Et on remarque évidemment que près de 80% des acheteurs avec abattement n'étaient pas propriétaires au moment de l'achat, contrairement à environ 30% des acheteurs sans abattement. Donc c'est en lien avec les conditions d'éligibilité, mais pas que. Et on a remarqué, avant-après réforme, que les primo-acquéreurs, donc ceux qui effectuent leur premier achat, avaient plus de chances de devenir propriétaires après la réforme qu'avant. Donc ça a eu un effet sur le statut de primo-acquéreur. Au niveau des revenus, donc l'objectif de la réforme, c'était aussi de soutenir les revenus les plus faibles. Donc, ici, c'est un graphique un petit peu complexe parce que c'est la répartition des revenus des acheteurs en quintile de revenus par rapport aux revenus des ménages bruxellois. Donc, si on prend les revenus des ménages bruxellois, toutes les petites barres devraient être à 20%, ce qui représente la petite ligne ici, ce qui permet de resituer les acheteurs par rapport aux bruxellois moyens, on va dire. Et donc, on voit les quintiles de revenus. Donc, plus les revenus sont élevés, plus on sera dans le quintile, le dernier quintile, le P100. Et plus les revenus sont faibles, plus on sera dans le P20. Et donc, ce qu'on remarque, évidemment, en bleu, c'est avec abattement, en rouge, c'est sans abattement, c'est que les acheteurs avec abattement seront davantage représentés que la population bruxelloise dans les 3 quintiles de revenus supérieurs, mais nettement moins que les acheteurs sans abattement, qui sont, eux, à presque 60%, représentés dans le quintile de revenus P100, donc le plus élevé possible par rapport aux acheteurs sans abattement. On voit donc qu'on peut dire, de manière générale, que les acheteurs sans abattement sont nettement plus riches que les acheteurs avec abattement, qui eux-mêmes sont plus riches que la population bruxelloise en moyenne. Donc, ce n'est pas étonnant. Il faut quand même disposer de revenus minimum pour pouvoir être propriétaire. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça, mais on voit qu'on touche quand même à un certain acheteur moyen, on va dire, même si les notions de moyenne sont assez difficiles à montrer par des indicateurs. Voilà. Ah oui, juste peut-être pour terminer sur les revenus, et on a fait aussi des tests aussi par rapport à l'effet de la réforme sur les revenus, et on voit que toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'on a essayé de neutraliser beaucoup de facteurs, que les personnes qui étaient dans les 2 premiers quintiles de revenus, donc dans le P20 et le P40, ont vu leur chance de devenir propriétaires augmenter légèrement après réforme. Donc ça a eu un effet de boost pour les personnes qui avaient moins de revenus. Et donc, j'ai déjà un petit peu évoqué les changements qui ont été apportés, en tout cas les effets de la réforme qu'on a pu mesurer de l'abattement. On a également revu deux aspects qui nous semblaient importants pour l'évaluation de la politique. Le premier, c'est qu'on a croisé les bases de données des transactions avec les données de la Banque nationale, plus précisément de la centrale des crédits aux particuliers. Donc, on a relié les transactions avec les emprunts hypothécaires des personnes. Et comme on avait les emprunts, et si on rajoutait les charges et les abattements éventuels, on pouvait déduire les fonds propres que les personnes avaient amenés. Donc, combien est-ce que les gens mettent sur la table pour acheter un bien immobilier, finalement? Est-ce qu'il y a une évolution avant-après réforme? Et donc, ici, vous avez 2 graphiques pour les appartements et pour les maisons à chaque fois. Donc, vous avez les lignes supérieures qui représentent les prix
l'évolution des prix des maisons et des appartements avec et sans abattement. Donc au-dessus, en gris, c'est sans abattement, avec abattement en vert. Et puis en rouge, c'est les fonds propres apportés par les acheteurs sans abattement, et en bleu, avec abattement. Désolée, c'est un petit peu, il y a beaucoup de lignes, je m'en rends bien compte. Et la ligne verticale représente la réforme. Et donc si on suit la ligne bleue, qui constitue les fonds propres des acheteurs avec abattement, on voit une inflexion en 2017. Donc, c'est un des effets les plus concrets que la réforme qu'on a pu observer. C'est donc en 2016, les personnes apportaient à peu près, on va dire, à la grosse touche, je n'ai plus les chiffres exacts, pour les appartements, on était à 45 000 €, et puis ça descend à 35 000 € en 2017. En fait, c'est vraiment une diminution très nette, c'est un prix courant ici, on n'est pas un prix constant. On voit vraiment l'impact de la réforme, en fait, pour devenir propriétaire, ils ont dû apporter moins pour pouvoir accéder à la propriété. C'est vraiment l'effet direct de l'abattement là. Alors qu'on voit que sans abattement, ça suit une courbe ascendante. Mais un commentaire qu'on a par rapport à ça, c'est oui, on voit un effet, mais vous voyez que la courbe réaugmente assez vite conjointement au prix de l'immobilier. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que l'abattement, c'est bien, mais ça ne dure pas dans le temps. Et ça force un petit peu toujours, si on veut obtenir le même effet, ça forcerait le politique à courir après le marché immobilier pour pouvoir continuer à offrir un avantage comparatif. Et donc, c'est très vite rattrapé par le prix de l'immobilier parce que déjà en 2020, on est au même niveau qu'avant avant réforme. Ensuite, la politique voulait avoir un effet sur l'exode urbain. Alors, on a essayé de regarder un petit peu, aussi de faire des tests par rapport aux sorties. Ici, vous avez une carte des transactions effectuées par des Bruxellois qui vont se domicilier en dehors de la région et qui achètent un bien en dessous de 500 000 €. Donc, exactement les mêmes conditions que pour l'abattement. Et donc, c'est des cercles proportionnels, mais ça, je vais laisser Simi après vous expliquer les acheteurs bruxellois sortants. Mais en gros, plus les cercles sont importants, plus il y a un grand nombre de transactions, plus c'est petit moyen de transactions. Et on voit que tous ces cercles se concentrent très fort dans la périphérie directe de Bruxelles. Et au niveau de l'effet de la réforme, parce que l'objectif de la réforme, c'était de retenir les classes moyennes à Bruxelles, il n'y a pas d'inflexion dans les départs. Il y a toujours autant de personnes qui partent, et c'est de plus en plus qui partent, ça c'est vrai. Et donc, il n'y a vraiment pas eu d'inflexion en 2017, il n'y a pas de changement, ça suit la même courbe. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une différence en termes de destination avant-après réforme. Donc la région flamande est un peu plus plébiscitée après réforme, mais c'est surtout parce que la réforme était concomitante avec la réforme en région flamande du passage à 3% des droits d'enregistrement. Donc probablement qu'il y a plus d'effets à voir là que de l'effet de l'abattement. Et par ailleurs, notre constat plutôt là-dessus, ce qu'on pourrait en conclure, c'est que l'abattement n'est peut-être pas le bon outil pour lutter contre l'exode urbain. Et donc, qu'en retenir en définitive, en tout cas pour l'évaluation, c'est qu'au niveau de la politique de l'abattement, le résultat social, la réforme atteint bien ses objectifs et son groupe cible. On atteint bien des personnes plus jeunes, avec moins de ressources en tout cas, et davantage pour leur premier achat. Donc là, on va dire, c'est plutôt bien. Pour le résultat fiscal, c'est un peu plus mitigé. On a bien un nombre croissant de transactions, hors période Covid où là, il y a un petit crash et puis ça revient. Et on se maintient à un bon 50% de transactions avec abattement. Donc pour les recettes, en tout cas, c'était relativement neutre, voire positif. Mais par contre, on n'a pas d'effet sur l'exode urbain, comme je viens d'expliquer. Et donc là, c'est plutôt en demi-teinte, parce qu'on pense vraiment que l'abattement n'est pas un bon outil pour lutter contre l'exode urbain. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique passionnante, je vous invite à lire notre rapport qui est sur le site de l'IPSA, dans la série « Les évaluations de l'IPSA ». Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, la deuxième partie de présentation, en fait, est vraiment dans la continuité de ce que Céline vous a présenté. Donc, l'idée, c'est d'aborder un autre angle d'exploitation de la banque de données des transactions immobilières. Et donc ici, il s'agit notamment de s'intéresser au profil des acheteurs bruxellois qui achètent donc un logement dans le but de l'occuper, mais aussi de s'intéresser à la manière dont ces profils vont influencer les choix de destination. Et donc au niveau du fil conducteur de la recherche, de la présentation, on commencera d'abord par aborder le cadre de la recherche, puis très rapidement, on débouchera sur les résultats, notamment quelles sont les caractéristiques des acheteurs bruxellois, quels sont leurs choix de destination.
Et puis, on se penchera sur les profils des acheteurs et la manière dont ces profils influencent les choix de destination. Et puis, finalement, on reviendra sur les grandes conclusions de la recherche. Et donc, avant tout, il faut savoir que les résultats ici qui vont vous être présentés s'inscrivent en fait dans une étude qui a été menée donc, par l'IPSA, qui fait l'objet d'un focus, donc le focus numéro 70, qu'on vous invite évidemment à aller consulter. Donc, il est disponible en ligne sur le site de l'IPSA. Et donc, notre volonté dans cette étude, c'était d'obtenir une image des acheteurs bruxellois occupants. Et donc, de se concentrer vraiment sur les acheteurs qui achètent un logement dans le but de l'occuper, sous deux angles, à la fois les profils et puis les destinations, tant en région bruxelloise qu'en dehors de celle-ci. Et donc, on s'intéresse dans ce focus à une partie en fait, des mouvements résidentiels, à savoir les mouvements qui sont liés à l'achat d'un bien immobilier. Et la banque de données, elle vous parle déjà, c'est la même que celle que Céline a utilisée. Donc, ce sont les données des transactions immobilières qui ont été enrichies à la fois par le registre national et la statistique fiscale. Donc, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir relier une transaction à un individu. Et bien sûr, on a appliqué toute une série de filtres à cette banque de données qui comportait donc plus de 2 millions de transactions. Donc, dans notre cas, on s'est penché uniquement sur les catégories d'acheteurs seuls ou duos, qu'on assimile en fait à des acheteurs en couple. Il faut qu'au moins un des acheteurs soit bruxellois et se soit domicilié dans le bien en question dans les 2 années qui suivent la transaction. C'est pour ça qu'on parle en fait d'acheteurs bruxellois occupants. Alors, tout comme ça vous a déjà été présenté, on se concentre sur les biens qui sont détenus en pleine propriété par des personnes physiques, sur le marché secondaire, qui sont localisés en Belgique et qui doivent avoir une destination donc, au logement. Et donc, en appliquant ces différents filtres, on obtient une banque de données de 100 000 transactions environ, qui porte sur la période 2011 à 2022. Alors que nous apprennent ces transactions immobilières sur les caractéristiques des acheteurs bruxellois. Donc, tout d'abord, il faut savoir que 2/3 des achats sont effectués par des couples, soit près de 7 achats sur 10. Alors, ces couples, ils sont généralement âgés entre 30 et 44 ans. On a une majorité de couples avec enfants. Ils ont des quartiles de revenus élevés, ils font partie des quartiles de revenus les plus élevés, donc le Q3 et le Q4. Et ils achètent majoritairement des maisons. Alors en parallèle, le tiers restant des achats sont effectués par des acheteurs seuls. Alors les caractéristiques des acheteurs seuls, c'est qu'ils sont un peu plus âgés, donc 25% appartiennent à la tranche d'âge des 45-64 ans. On a une surreprésentation de femmes aussi. Et ils ont des revenus supérieurs aux duos, donc 50% appartiennent au dernier quartile de revenus. Et eux optent plus souvent pour des maisons, pour des appartements, excusez-moi. Alors, en termes de destination, on constate déjà à ce stade que les choix de destination varient selon les catégories d'acheteurs. Donc, les couples, eux, un couple sur 2 achète en région bruxelloise, un couple sur 2 quitte la région bruxelloise. Tandis que lorsqu'on regarde les choix de destination des acheteurs seuls, 3 acheteurs seuls sur 4 restent en région bruxelloise. Donc seulement un acheteur sur 4 quitte la région. Alors, où vont ces acheteurs ? Donc ici, vous avez une cartographie en fait, qui reprend pour chacune des communes de Belgique le nombre de transactions au cours de la période 2011 à 2022. Nombre de transactions qui est représenté à l'aide de cercles proportionnels. Et puis, vous avez en aplat de couleurs la typologie des régions urbaines de Van der Straten et Van Eyck. Et donc, l'idée, en fait, c'est de classer les communes selon qu'elles appartiennent à l'agglomération bruxelloise, à la banlieue bruxelloise ou à sa zone résidentielle des migrants alternants, ou alors qu'elles fassent partie de l'agglomération des grandes villes ou des villes moyennes, voire qu'elles n'appartiennent à aucune de ces typologies. Et donc, ce que cette cartographie met en avant, c'est qu'on a vraiment une concentration des transactions effectuées en agglomération bruxelloise, donc qui est formée par les communes de la région, mais également par les communes de la proche périphérie.
En fait, cela concerne près de 8 achats sur 10. Donc 8 achats sur 10 sont effectués dans l'agglomération bruxelloise et la majorité de ces achats ont lieu en région bruxelloise, en particulier dans la seconde couronne. Alors on voit également l'influence de Bruxelles, en fait, notamment de la proximité à Bruxelles dans les choix de destination des sortants. Et de manière générale, donc 9 achats sur 10 ont lieu dans le complexe résidentiel urbain de Bruxelles, c'est-à-dire dans la zone formée par l'agglomération, sa banlieue et sa zone résidentielle des migrants alternants. Et donc ici, on vous a présenté les caractéristiques générales des acheteurs bruxellois occupants et leur choix de destination, mais on s'est aussi intéressé au profil de ces acheteurs et à la manière dont ces profils influencent les choix de destination. Et donc, on a réalisé une classification pour établir 5 grands profils d'acheteurs seuls et 5 grands profils d'acheteurs duos, au départ de toute une série de variables. Pour les acheteurs en couple, donc on s'est basé sur l'âge, sur le type de ménage, le quartile de revenus et le statut de primo-acquéreur. Ce sont les mêmes variables pour les acheteurs seuls, sauf qu'on a ajouté 2 autres variables, la région d'origine, parce que donc un Bruxellois peut acheter avec un acheteur flamand ou wallon, et l'appartenance au même ménage. Alors voici les résultats de notre classification. Donc on obtient 5 grands groupes d'acheteurs, de profils d'acheteurs. Alors comment interpréter ce graphique ? Donc pour chaque groupe, vous avez le nombre de transactions inclus dans le groupe, la part que cela représente par rapport à la base de données, et vous avez le type de ménage principal, puis le nom qu'on leur a affecté. Alors prenons tout de suite un exemple. Donc l'exemple du groupe numéro 1, il rassemble 30% des transactions de la banque de données. 79% de ces transactions sont réalisées par des couples avec enfants, dont les caractéristiques principales sont qu'ils sont déjà propriétaires et qu'ils appartiennent pour 70% aux tranches de revenus les plus élevées. Donc on les a appelés les couples aisés avec enfants et qui sont expérimentés en achat. Alors prenons un deuxième exemple pour les acheteurs en couple. Donc le groupe numéro 2 concentre 27% des transactions. Donc là, il concentre à la fois des achats effectués par des couples avec enfants et des couples sans enfants, dont une majorité sont des couples sans enfants. Leur caractéristique commune, c'est qu'ils ont entre 30 et 44 ans et qu'ils appartiennent à la tranche de revenus la plus élevée. Donc 50% appartiennent au quartile 4 pour les couples sans enfants et presque 75% pour les couples avec enfants. Donc on les a appelés les couples actifs aux revenus très élevés avec et sans enfants. Alors parmi les 3 autres catégories qu'il reste, on a également les couples actifs, donc qui ont entre 30 et 44 ans, qui ont des enfants et qui effectuent leur premier achat. Donc, en comparaison au groupe précédent, ils ont des revenus un peu plus faibles. Donc, ils appartiennent au quartile 3, ça reste quand même des revenus élevés. On a également, dans le groupe 4, les jeunes couples sans enfants. Donc là, ils ont entre 18 et 29 ans. Et finalement, le dernier groupe, ce sont les Bruxellois et les Bruxelloises qui achètent avec un partenaire d'une autre région. Alors, chez les acheteurs seuls, donc les résultats de la classification donnent également 5 grands profils d'acheteurs seuls. Le groupe qui rassemble le plus de transactions, c'est le groupe de la maman solo. Donc, une majorité d'achats effectués par des ménages de type famille monoparentale, dont la caractéristique principale, sont que ce sont des femmes, en fait. Donc, on a une surreprésentation de femmes, d'où l'appellation la maman solo. Alors, dans le groupe 2, on a 2 catégories, en fait, 2 types de ménages principaux qui ressortent. On a les isolés et puis les 1 à 2 adultes avec enfants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le type de ménage 1 à 2 adultes par enfant? En fait, il s'agit d'acheteurs seuls qui, au moment au 1er janvier de l'année de la transaction, ont comme type de ménage en couple avec enfants. Alors, ça peut refléter différentes situations familiales. Donc, on a préféré les distinguer des isolés. Par exemple, ça peut être un couple dont un des 2 membres achète seul pour une raison XY. Ça peut être aussi un couple qui, en cours d'année, décide de se séparer et un des 2 membres achète seul.
Ou alors, et c'est ce qu'on a ici, dans ce groupe, en croisant donc avec la position dans le ménage, on voit que ce sont des enfants qui quittent le nid familial. Et donc on les a appelés les jeunes actifs ou en phase d'émancipation. Alors on a aussi l'adulte aisé, donc, qui appartient au quartile de revenus 3 et 4, d'âge mûr, donc il a encore entre 45 et 64 ans, et il est expérimenté en achat, donc il est déjà propriétaire. Le quatrième profil, c'est l'actif établi, donc là ils ont tous entre 30 et 44 ans et appartiennent tous au quartile de revenus 4. Et finalement, on a la retraitée isolée. Alors, comment ces différents profils influencent les choix de destination? Ce qu'on peut mettre en évidence pour les couples, c'est que les couples sans enfants achètent davantage en région bruxelloise que les couples avec enfants. Alors, ils investissent la seconde couronne à l'est du Canada et les communes plus centrales. Pour les couples avec enfants, donc ils ont davantage tendance à quitter la région, mais au sein de la région, ils achètent essentiellement en seconde couronne. L'Ouest est un peu plus prisé pour les quartiles de revenus plus faibles. Et lorsque le partenaire vient d'une autre région, l'acheteur bruxellois a tendance à suivre le partenaire dans cette région, notamment dans les communes flamandes de l'agglomération bruxelloise. Chez les acheteurs seuls, on voit que les actifs privilégient la première couronne et l'ouest du canal, l'est lorsque les revenus sont un peu plus élevés. Et avec la montée en âge, on constate qu'ils n'en sont plus à leur premier achat. Et là, ils achètent soit à l'est du canal en seconde couronne, soit quittent la région. Et finalement, pour la maman solo et la retraitée isolée, donc bien qu'elles achètent majoritairement en région bruxelloise, comparativement aux autres profils d'acheteurs solo, on constate qu'elles ont tendance à davantage quitter la région et surtout à aller plus loin que la proche périphérie. Et donc, pour revenir sur les grandes conclusions de cette étude, le premier élément qu'on constate, c'est que la région est une destination privilégiée par les Bruxellois. Donc, on parle souvent de la fuite des Bruxellois. Ici, on constate que 6 achats sur 10 par des Bruxellois, dans le but d'occuper le bien, sont effectués en région bruxelloise. Et lorsqu'ils quittent la région, 80% des acheteurs sortants décident d'investir dans la proche périphérie bruxelloise. Et donc on voit bien ici l'influence de la proximité à Bruxelles dans les choix de destination. Et un dernier élément que cette étude met en évidence, c'est qu'on va au-delà en fait, de l'image classique de la famille qui quitte la région pour une banlieue plus verte. Donc on voit bien qu'il y a une diversité des profils parmi les acheteurs bruxellois et que cette diversité de profils, ces profils influencent les choix de destination. Donc voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas à aller consulter donc, le focus qui est disponible en ligne sur le site de l'IPSA. Merci. Je peux y aller tout de suite. Merci beaucoup, merci Margot encore pour l'organisation et merci pour votre travail. C'était vraiment très intéressant de parcourir tout ça. J'ai 4,5 points, 4 points et demi que j'ai préparés pour discuter aujourd'hui. Le premier qui m'est apparu tout de suite, mais en fait je me rends bien compte que c'était pas la mission que vous avez mandatée, mais il me semble que c'est peut-être intéressant quand même à soumettre à l'Assemblée ici, c'est le manque à gagner de cette dépense, de cette politique. Donc, combien coûte en fait cette politique? Et j'espérais la retrouver, mais en fait, quand on redit l'objectif, votre objectif, c'est de voir les impacts sur le public cible. Mais je me permets quand même de revenir là-dessus, puisque c'est une déduction fiscale, ce n'est pas une dépense. Ça apparaît pas vraiment comme un coût pour les pouvoirs publics, alors qu'en fait, c'est une non-recette. Donc, c'est en fait, d'une certaine façon, quand même bien une sorte de coût. Et alors, dans les grandes politiques de logement, en gros, il y a 2 grandes politiques. Il y a le soutien au locatif pour ceux qui ont les plus bas revenus, historiquement pas seulement, mais
en gros cette grande politique du logement social. Et il y a la deuxième grande politique qui est ce soutien à l'acquisitif. Et donc, en fait, par le fait que c'est une déduction fiscale, on n'apparaît pas comme un coût et on parle souvent du coût du logement social, alors que de ce genre de politique, on la présente moins souvent comme un coût. Alors que... Et alors, j'ai essayé sur un coin de table, mais évidemment, ce ne sera pas très précis, mais si on prend l'abattement maximal de 775 000 euros, qu'on met le taux et qu'on multiplie par le nombre de transactions qu'il y a par an, bien, on a environ 131 millions d'euros par an que la région ne perçoit pas, ce qui équivaut à environ... alors, de nouveau, peut-être que j'imagine que Magali pourra faire ça mieux que moi, mais que... produire un logement social, je me suis dit, ça coûte 400 000 euros pour l'acheter. Peut-être que j'étais un peu trop, mais en gros, c'est 330 logements sociaux par an qu'on ne construit pas pour les donner aux propriétaires occupants, nouvel acheteur. Alors, il y avait cette coût de la réforme. Vous avez parlé que la réforme devait être neutre budgétairement. Je ne sais pas si, du coup, vous pouvez déjà en dire un mot. Mais parce que moi, quand j'ai fait mes petites estimations, j'avais l'impression que ça a quand même coûté, puisque le nombre de transactions est resté stable, le nombre de transactions sur lesquelles il y a abattement est resté stable, alors que eh bien, le plafond a augmenté, et donc la somme que recevaient les gens a augmenté. Donc, est-ce que vraiment cette mesure, cette réforme de 2017 était neutre budgétairement ? Mon deuxième point, c'était concernant cet objectif social. Et mon premier a priori, c'est quand même un subside aux riches. C'est quand même, on donne, on ne taxe pas, donc on donne à ceux qui ont déjà. Et donc, vous, quand vous avez fait les entretiens, il y avait vraiment cet objectif de la propriété comme rempart à la précarité. Vous citez il me semble que c'était des interprétations des entretiens que vous avez eus avec des politiciens. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là? Parce que est-ce que vraiment ils sont vraiment en train de défendre ça, alors que vos chiffres montrent pas vraiment ça, montrent vraiment que c'est plutôt la classe moyenne, c'est plutôt les quartiles supérieurs qui bénéficient de la mesure. Et alors, c'était un petit peu, je disais dans le rapport, je vous l'ai dit, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas l'évolution avant-après, parce que vous dites qu'il y a une augmentation du fait que ça soutient plus les pauvres qu'avant, mais en fait, on ne sait pas de quelle ampleur. Et quand on regarde quand même les résultats, on voit que malgré tout, c'est quand même pas tant les plus pauvres qui en profitent. Et alors, ce que moi je pouvais dire sur ce graphique, c'est un graphique par quartile. Moi, je trouve que ça mériterait un petit peu plus d'analyse, parce que les revenus des ménages sont fort influencés par leur âge, et que par l'âge des ménages, par l'âge des membres du ménage. Or, on voit que c'est beaucoup de jeunes. Et donc, à prendre des déciles simplement sur la population, forcément, on a des ménages jeunes qui ont des revenus au moment où on le fait, qui sont plus jeunes et qui sont plus bas. Et donc, du coup, il me semble que ce serait intéressant de prochaine fois de pouvoir faire des déciles à âge constant, de pouvoir regarder à 30 ans, est-ce que ces personnes-là, où est-ce qu'ils se situent dans la distribution des revenus pour les mêmes personnes qui ont plus ou moins le même âge. Concernant l'objectif fiscal, il me semble qu'on arrive quand même à des conclusions qui sont très proches de celles qu'on avait eues dans notre service. Donc, récemment, il y a eu 2 études sur les migrations, sur les parcours résidentiels et les personnes qui quittent Bruxelles. Et la dernière, dont il y a eu un article dans Bruxelles Studies, montrait bien que d'une part, en fait, si on tient compte de l'origine des parents, il y a autant de riches que de pauvres qui quittent Bruxelles. Qu'en fait, si on prend... C'est pour ça que j'ai un petit peu hoché la tête, Nicolas, quand tu présentais au départ, avec cette classe moyenne qui quitte Bruxelles. En fait, il y a beaucoup de jeunes des classes moyennes qui ont des parents qui sont en périphérie, qui vont passer quelques années à Bruxelles et puis qui retournent en périphérie. Et donc, qui, de certaine façon, sont socialisés à la périphérie. Et donc, qu'il y a autant, si on tient compte de l'origine des parents, donc si on tient compte du fait que c'est des parents qui habitaient avant en périphérie,
eh bien, il y a autant de riches que de pauvres qui quittent Bruxelles. Et donc, même je trouve ça intéressant sur votre carte, et qu'il y a des espaces qui ressortent, comme même Charleroi, qui ressort avec une boule plus importante qu'Anvers ou Gand, qui, à mon avis, le fait de ces ménages plus pauvres qui sont contraints de quitter Bruxelles parce que c'est trop cher. Et donc, pour moi, cette question de l'effet d'aubaine, des personnes qui auraient acheté de toute façon et qui reçoivent une aide, il me semble que cette question, elle reste toujours. Et alors, voilà, le quatrième point, c'était les effets économiques. Alors voilà, c'est peut-être une casquette un peu plus casquette d'économiste. Mais qu'est-ce que ça fait, ce subside, cette non-taxation qu'on met? En gros, c'est, si les plafonds sont maximaux, c'est 20 000 €. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ça a été répercuté sur les prix? Parce qu'on voit que petit à petit, les prix reprennent. Voilà, pour moi, ça pose question. Et la deuxième... La deuxième remarque que j'ai, mais qui va plutôt dans un sens inverse, qui fait que moi je suis un petit peu ambivalent sur vis-à-vis de cette mesure, c'est Erdem récemment qui disait il vaut mieux taxer la possession que taxer les transactions, puisque en taxant les transactions, en fait on décourage à l'adaptation, c'est-à-dire qu'on a en gros des personnes âgées qui vivent dans des logements trop grands et ça leur coûte trop cher de changer de logement. Donc si on suit cette logique-là, en fait on devrait baisser à fond la taxation sur les transactions. Ce qui va à l'opposé de ce que je dis tout à l'heure, en disant en fait c'est plutôt des cadeaux à des gens qui ont déjà de l'argent. Mais c'est-à-dire, pour contrebalancer ça, il faudrait augmenter la taxation sur la possession. Et alors, c'est un chantier beaucoup plus important puisque le précompte immobilier, il se base sur une référence qui est le revenu cadastral, qui n'a plus été mis à jour depuis 1980 sur des données de 1975. Donc, en fait, les gens payent des revenus, des précomptes immobiliers qui sont très aléatoires. Voilà, peut-être une petite question que j'avais au début pensé technique, mais quand on en a discuté avant, il me semble que c'est quand même une pertinence politique, c'est ce seuil des 500 000 €. Pourquoi 500 000 €? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été indexé? Alors, moi, quand je vois qu'un montant n'est pas indexé, en fait, il y a deux possibilités. On peut se dire, en fait, c'est parce qu'il était... en fait, on aurait dû l'indexer pour qu'il puisse suivre le marché. Ça, c'est une posture. Et donc, c'est ça qui a mené à son augmentation dans la 2023. Une autre façon de penser, ça aurait pu dire, mais en fait, il était trop élevé à ce moment-là. Et en fait, on aurait pu le mettre plus bas avant, puisque pendant des années, on ne l'a pas indexé. Voilà, pourquoi 500 000 €? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis moins? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis plus? Voilà, comment ça fonctionne là. Je pense que vous avez déjà mis des éléments de réponse, mais il me semble qu'il y avait un côté politique qui me semblait intéressant de discuter. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à nos oratrices. Juste dire que le plafond a déjà été relevé à 600 000 € entre-temps. Merci Hugo pour ces questions. Donc, par rapport au manque à gagner pour le budget de la région, donc là, je vais directement renvoyer vers une nouvelle évaluation qui est en cours. Et ma collègue Iman, qui est dans la salle, est en charge de cette évaluation sur l'effet de la réforme de l'abattement sur les finances publiques. Je ne vais pas faire trop de spoilers à ce stade, mais juste dire peut-être que c'était une mesure qui était une mesure parmi d'autres dans la réforme fiscale 2016-2017. Et donc, c'est une réforme à mettre, en tout cas pour les finances publiques, en perspective avec une série de mesures qui ont été prises, dont la suppression du bonus logement, qui était concomitante avec celle de la réforme de l'abattement. Et l'abattement venait en fait compenser une partie de la perte du bonus logement. Et donc, je vous convie peut-être à un prochain midi de l'IRIB avec l'évaluation d'Iman, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, comme je l'ai dit, nous, on n'a pas questionné la pertinence de la politique, ni directement les finances publiques. Ça peut être considéré, effectivement, c'est un manque à gagner pour la région. Et donc, l'idée des constances des recettes, c'était que ça booste le nombre de transactions, ce qui a été le cas. Ce qui a permis que la mesure, grosso modo, sans aller dans tous les détails, soit neutre financièrement, voire positive, grâce notamment au plafond, l'instauration du plafond des 500 000 €, qui actuellement est à 600 000. Il y a une réforme en 2023
On s'est arrêté à 2022. Et donc le montant de l'abattement et le plafond ont été augmentés parce que ce n'avait pas été prévu de l'indexer. Ils ont décidé de le modifier quand même à un moment. Petite précision peut-être sur le plafond de 500 000 €. Il s'agit d'un compromis politique. Donc en fait, c'était un compromis entre, je pense, la gauche et la droite. Tout simplement que les politiciens n'étaient peut-être pas tous à l'aise avec le fait de donner un cadeau fiscal à quelqu'un qui achète une maison à 1 million d'euros. Bon, ça semble un petit peu logique. Et donc, ils ont décidé de mettre un plafond d'une valeur maximum au-delà de laquelle il n'y aura plus d'abattement. Simplement en regardant les fourchettes de prix médian, de nombre de transactions, ils se sont dit, voilà, on va mettre la barre là, ça me semble un bon compromis, qu'ils ont finalement augmenté en 2023 en augmentant le montant de l'abattement. Et en fait, petite précision mathématique, quand on achète un appartement à 200 000 €, on a un abattement à 175 000, l'avantage est comparativement plus grand pour les achats de petits montants que pour les achats de gros montants. Et donc l'avantage comparatif est plus important si on achète des tranches plus basses, entre guillemets, de prix de l'immobilier, que si on achète plus haut. Et donc, voilà, le montant de l'abattement est plus important finalement que le plafond. Et le plafond est là vraiment pour limiter les effets d'aubaine. Qu'est-ce que c'est qu'un effet d'aubaine? C'était aussi dans ta question. C'est est-ce que les personnes seraient devenues propriétaires en l'absence de l'incitant fiscal? Donc, ici, c'est difficile de répondre à cette question parce que les personnes deviennent propriétaires pour plein de raisons différentes et en fonction des moyens différents. Je reviendrai après sur les moyens. Mais ce qu'on a regardé dans l'évaluation, c'était un peu les perdants de la réforme. C'est regarder qui devient propriétaire après 2017 au-delà de 500 000 €, qui est exclu de fait de l'abattement, alors qu'il se domicilie dans le bien et qui n'était pas propriétaire avant. Et donc, j'ai un petit peu regardé ces personnes-là et ce n'était pas énormément de transactions. Les transactions augmentent avec le prix de l'immobilier, donc il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas éligibles à l'abattement. Mais quand on regarde le profil de ces personnes, voilà, on comprend pourquoi il n'y a pas d'abattement, parce que, pourquoi, raisonnablement, dans l'objectif social, en tout cas, il n'y aurait pas d'abattement. Ce sont des personnes qui ont des revenus très élevés, ou alors 20% qui ont des revenus nuls. Qui dit revenu nul dit principalement fonctionnaires européens, probablement pas sans ressources, parce qu'on n'achète pas aussi cher sans ressources, qui apportent des fonds propres élevés à très élevés. On parle de, je ne sais plus exactement combien, c'est dans le rapport, mais j'ai une fourchette entre 100 et 200 000 € de fonds propres. Donc voilà, si on vous donne un cadeau fiscal, c'est peut-être pas ça qui va déterminer votre comportement d'achat. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le fait d'avoir mis un plafond limite en tout cas une série de transactions qui correspondraient plutôt à un effet d'aubaine. Par rapport au fait que ce soit un suivi pour les personnes qui ont beaucoup de revenus, l'immobilier étant très cher à Bruxelles, on ne peut pas acheter sans moyens, donc c'est assez logique de voir des catégories de revenus plus élevées qui soient surreprésentées chez les acheteurs. Je pense que là, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Je pense que les personnes qui ont des revenus plus pauvres ne deviennent pas propriétaires, ils restent locataires, ils ne savent pas acheter, c'est un fait. L'objectif politique qui était derrière par rapport au rempart de la précarité, c'était que les personnes soient propriétaires au moment où elles passent à la pension et qu'elles n'aient plus un emprunt à rembourser à ce moment-là. C'était un petit peu ça qui ressortait des entretiens. Qu'il y ait aussi... et que quelque chose que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que près de 90% des personnes qui bénéficient d'un abattement sont déjà bruxelloises. Donc c'est une mesure qui profite principalement aux Bruxellois. Il y a très peu de personnes de l'extérieur qui viennent acheter en RBC, en tout cas avec un abattement pour s'y domicilier. Et donc, pour faire le lien avec la retenue de la classe moyenne, oui, je l'ai dit, je pense que ce n'est pas un bon outil pour retenir la classe moyenne, en tout cas retenir les personnes, parce que dans une logique de cycle de vie, d'historique familial, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, qui sont plus importants que le prix. Après, il peut y avoir des concurrences entre régions à la marge, effectivement, on le voit en périphérie directe, et là, il y a un enjeu, mais je ne pense pas que ce soit l'abattement qui soit le plus pertinent à ce niveau-là. Je ne sais pas si je regarde si j'ai répondu à tout. Voilà, je crois que ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux que je passe? Ok, merci. Hugo, satisfait de ces réponses? Oui, tout à fait. Voilà, mais on est parfaitement dans les temps. Donc après le quart d'heure d'échange en interne, en quelque sorte, la parole vous est donnée pour une demi-heure. Alors, s'il vous plaît, merci de vous astreindre à cette double ligne de conduite. 1, poser des vraies questions et pas
infinie d'entre eux. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions-là. Soumettez-les à des interrogations. Et deuxièmement, veuillez vous présenter en introduction. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un micro ou pas, non, on se lève. Ok, oui, je vous en prie.